Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission. Nous serons ce matin en compagnie du réalisateur Corto Fajal. Corto Fajal qui a les yeux qui brillent quand il parle de son métier. Un métier de réalisateur au long cours qui lui permet de vivre des expériences singulières. Il a vécu 4 ans au pays des Rennes avec les Samis de Suède. Ça a donné le film Yon face au vent. Et puis il est passé du tipi au palmier dans le Pacifique sur une île de l'archipel des Salomon en Mélanésie où il a partagé le quotidien de ce peuple en connexion avec la nature. Résultat, il a tourné un magnifique film, Nous Tikopia, qui sortira le 7 novembre au cinéma et il sera là dans quelques instants pour nous en parler. Nous serons également philosophes ce matin avec Karl Brozek qui traitera de l'épicurisme, sans oublier sa critique cinéma en fin d'émission sur le film Voyez comme on danse. Maël de Guenec, quant à lui, nous présentera une chronique sur les origines de la langue bretonne. Et puis nous recevrons Émilie Bachellereau, récemment élue Miss Bretagne 2018. Sans oublier Sylvie Denis qui nous emmènera en balade du côté de Combourg, une petite cité de caractère d'Ille-et-Vilaine qui garde la trace de l'écrivain Chateaubriand dont on célèbre la naissance il y a 250 ans. Côté météo, eh bien, écoutez, c'est le retour de l'automne, une tendance qui se confirmera ce week-end avec des températures en baisse. Ce vendredi après-midi, le vent jouera les gros bras. Il pourrait bien souffler entre 80 et 100 km/h entre Ouessant et Bréa. Côté température, 20 degrés à Brest, 24 à Rennes et sur les îles, 19 à Ouessant, 21 à Belle-Île et 22 à Bréa. Voilà, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour sur ce plateau. Bonjour. Que des belles personnes, dites donc. Alors, bonjour Karl. Bonjour. On sera philosophe avec vous ce matin. Bonjour Émilie. On prendra de la hauteur également avec vous dans tous les sens du terme. Vous êtes Miss Bretagne 2018. Bonjour Maëlle. Bonjour. De la hauteur toujours avec vous, mais ça, c'est une habitude. Spirituelle, exactement. Et puis Corto Fajal. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes né à Lorient et aujourd'hui vous vivez en Ille-et-Vilaine. Vous êtes réalisateur de fiction et de documentaire et vous êtes attiré par les grands espaces et les aventures humaines. Vous parlez souvent de votre métier comme un prétexte pour vivre avec des gens qui ont des choses à nous apprendre. C'est ça l'idée ? Oui, c'est un peu comme ça que j'explique ce métier. C'est pas, je le prends pas comme une vocation, ouais. Je le prends comme un prétexte qui me permet de vivre des expériences extraordinaires avec des gens que je trouve aujourd'hui relativement extraordinaires, dans le sens où ils ont gardé des valeurs dont on aura peut-être l'occasion de parler dans l'émission, oui. Et qui sont des valeurs qui aujourd'hui nous manquent et finalement au contact des sociétés premières ou traditionnelles, on a souvent, on n'a rien à inventer en fait, tout est là. Tout est là, effectivement. Voilà. Alors pour ça, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps avec ces gens-là et être en immersion totale pour chacun de vos films. C'est ce que vous faites. Le dernier en date s'appelle Nous Tikopia. Il sortira le 7 novembre dans les salles. Mais il y en a eu d'autres avant qui ont forgé finalement votre parcours de réalisateur. Alors je vous propose de tirer des petits papiers. On va voir ce qui va sortir. Alors allez-y, on va voir tout de suite quel a été votre parcours. La vie sexuelle de Peter Pan. Alors, comme vous êtes un rebelle, vous avez commencé par le numéro 2. Ça m'étonne C'est pas. ça. Mais c'est bien aussi. Oui. Alors, ce film, c'est quoi ? Alors, c'est un de mes... c'est même mon premier documentaire, vraiment, que j'ai réalisé, qui a absolument... c'est un petit peu le film... outsider dans ce que j'ai fait les années à suivre, puisque c'est un film qui aborde la sexualité des personnes handicapées. Un sujet un peu délicat. Qui est un sujet un peu délicat. Et alors, il l'est moins maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus facilement, mais quand je l'ai fait en 2003-2004, c'était encore un sujet tabou, en France en tout cas. Il y avait des pays où on en parlait déjà d'une manière relativement libre. Et en fait, c'est un film de rencontre, en fait, comme tous les films. C'est pas une envie de faire un film sur un sujet, c'est des rencontres qui me donnent, qui attisent ma curiosité, qui me donnent envie d'en savoir plus. Et en fait, j'avais rencontré ce personnage, donc Jacques, qui est le personnage principal de la vie sexuelle de Peter Pan, qui à l'époque se battait pour être retenu aux Jeux Olympiques de Sydney en équitation, puisqu'il était champion de France en e-sport d'équitation.
alors qu'il ne peut pas manger seul, qu'il ne peut pas se déplacer seul, qu'il ne peut pas faire pipi tout seul, qu'il a du mal à parler. Il était programmateur informatique à l'époque dans une banque et il tapait avec la langue sur les claviers. Et en fait, j'ai eu l'occasion de le croiser par le biais d'une session de travail sur l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise. On est devenus amis. Il n'a pas été retenu aux Jeux Olympiques handisport parce qu'à l'époque, le sélectionneur a dit qu'il était trop handicapé pour ça, alors qu'il avait fini premier. Ça a été pour lui un choc. C'était en 2002, je crois. C'était 5 ou 6 ans de préparation, donc l'issue était très, très douloureuse. Mais à côté de ça, il avait... donc on avait fait des petits films ensemble et je me souviens qu'on faisait des blagues potaches le soir entre garçons quand on faisait le montage. Et du coup, je découvrais que en fait, le regard qu'on portait sur son propre corps, le regard qu'on portait, le regard de l'autre, et surtout que la sexualité constituait la personne. Le regard que les autres portent sur nous donne, nous construisent en tant qu'individus, et la sexualité dans le grand terme, dans le sens pas simplement l'acte, mais tout, la séduction, tout ce qu'il y a autour, etc. Et que d'une certaine manière, on privait les personnes handicapées, parfois avec beaucoup de bienveillance, par désir de protection de l'institution et de la famille. On privait la personne handicapée de cette perspective, en fait. D'où la vie sexuelle de Peter Pan, puisque le syndrome de Peter Pan, c'est le fait de rester enfant, le fait de refuser de devenir, de devenir adulte, hein, c'est ça. Adulte sexué. Voilà, un adulte sexué. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de personnes handicapées, mais malgré elles, par la pression souvent bienveillante, en plus de l'entourage, de l'environnement. Et donc ça a été une aventure très longue, ça a duré presque 3-4 ans de recherche, puisque à partir de ce personnage, Jacques, qui avait quand même tellement, c'est une belle personne, qui a eu une vie de séduction assez dense, j'ai retrouvé une quinzaine de personnes, donc sur quasiment 15 ans ou 20 ans de sa vie. Et parfois j'ai mis des années à les retrouver dans toute la France. J'en ai filmé 5 et j'en ai retenu 3 dans le film, et donc le film se construit autour de lui et de 3 femmes handicapées également. Voilà. Bon, Corto Fajal, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver Sylvie Denis à Combourg sur les traces de l'écrivain Chateaubriand. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, aujourd'hui on va se faire un petit retour en arrière, il y a 250 ans, quand le 4 septembre à Saint-Malo naissait celui qui allait devenir le précurseur de la littérature romantique. Il repose au Grand B, face à la mer, à Saint-Malo. Lui, c'est bien sûr Chateaubriand. Alors vous allez me dire, pourquoi sommes-nous à Combourg? Eh bien nous sommes à Combourg pour déjà rencontrer Sonia, comtesse de la Tour du Pin. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et d'être un peu chez vous, puisque ce château est dans la famille de Chateaubriand et dans la vôtre depuis toutes ces années. Ce sur quoi on peut peut-être s'interroger, c'est effectivement pourquoi Chateaubriand arrive à Combourg. Parce que son père avait acheté 16 ans avant le château en 1761, un oncle par alliance qui était le duc de Duras. Et au lieu de faire comme la plupart de ses contemporains, armateurs, acheter des malouinières, il achète un château pour réasseoir le standing familial tel qu'elle était dans le passé. Celui-ci, alors magnifique château, sublime parc, on est d'accord, mais pas forcément un terrain merveilleux pour le jeune enfant qu'il est. Il a quoi, 8-9 ans quand il arrive? Oui, mais il arrive dans des structures beaucoup plus sévères que ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il habite vraiment le château fort où règne l'obscurité, le bruit, l'inconfort, les fantômes, avec également l'isolement, puisqu'il n'y avait pas d'escalier il n'y avait que 2 escaliers qui amenaient au rempart, c'est tout à l'opposé. Mais finalement, est-ce que ce temps qu'il passe ici, il a quoi? Il a 8-9 ans, il y reste pendant combien de temps? Il arrive, il sera mis en pension aussitôt à Dole, et il ne viendra ici jusqu'à l'âge de 15 ans, puisqu'il ira ensuite à Rennes pendant ses vacances scolaires. Et puis, il passera les 2 années de l'adolescence, où il sort de l'enfance, entre 15 et 17 ans à Combourg entièrement. Ce sont les fameuses années de délire où il est seul avec Lucille qui a 4 ans de plus. Qui est sa sœur. Qui est sa sœur et qui
et dont il est le protecteur et avec qui il s'entend, il se parle tous les jours, il se promène dans les bois. Parce que le parc aujourd'hui a été inspiré sur les prairies et les bois qu'entourait le château à l'époque de Châteaubriand. Et la croix qui est là a été ramenée des bois et c'est là où Lucile lui dit un jour qu'il devrait, à une époque où il se cherche, peindre tout cela, peindre avec des mots, et c'est à ce moment-là où il découvre sa vocation d'écrivain. Est-ce que finalement Combourg n'a pas été le terreau parfait pour cet écrivain qu'il est devenu? Oui, avec recul, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que Combourg sans Chateaubriand et Chateaubriand sans Combourg, c'est inséparable. C'est frayeur d'enfant et c'est l'éveil aux passions, c'est dans les murs de Combourg que ça se passe. Eh bien, on va aller quitter ce château et cette enceinte et ses murs et on va aller faire un petit tour au lac Tranquille pour évoquer aussi ce lac qui a tellement compté dans l'œuvre de Chateaubriand. Merci Madame la Comtesse. Merci à vous. À tout à l'heure Sylvie, merci. Après le romantisme, on va passer à l'épicurisme avec vous, Karl. C'est la suite, c'est l'épisode 2. C'est l'épisode 2, effectivement. La semaine dernière, j'avais commencé à vous parler d'Épicure, mais je n'avais pas tout dit. Voici donc Épicure 2, le retour. Et oui. Alors du coup, la semaine dernière, je me souviens bien, vous nous aviez parlé de l'épicurisme comme une philosophie du plaisir, mais pas de n'importe quel plaisir. Vous avez bien suivi, effectivement. Ouais, effectivement, on a dit la semaine dernière que le secret du bonheur pour Épicure, c'était de prendre du plaisir. Le plaisir à exister, le plaisir à être présent au monde, le plaisir de se sentir vivre. Et si tu fais ça, l'équation est simple, eh bien, tu prends beaucoup de plaisir. Mais ce n'est pas tout, évidemment, puisque la philosophie d'Épicure, qui nous dit qu'on passe par la case plaisir pour aller vers le bonheur, c'est ce qu'on appelle une philosophie hédoniste. Voilà, comme ça vous avez retenu un mot aujourd'hui, le mot hédonisme, chemin vers la vie heureuse. Et cet hédonisme-là n'est pas n'importe quel hédonisme, puisque le plaisir que nous prescrit Épicure est un plaisir qui est un plaisir moral. Un plaisir moral. Alors, comment on peut définir ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Bah oui, parce qu'on peut se poser la question de se dire, mais finalement, un plaisir, c'est un plaisir. Pourquoi est-ce qu'un plaisir serait moral ou pas? Eh bien, en fait, tout dépend du désir qui a mené vers ce plaisir. On va prendre un exemple très simple. Un exemple où on prend deux situations où on boit de l'eau. Vous voyez, c'est tout bête, ça nous arrive. Où on boit tout court, on va dire. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ouais, tiens, voilà, hop, on va boire un petit verre d'eau. C'est le matin, je me réveille et puis j'ai une soif dévorante. J'ai une soif incroyable. Et je vais simplement boire un verre d'eau, comme ça. Très télégénique ce que je suis en train de faire. Le soulagement que procure l'assouvissement de ce simple désir de boire un verre d'eau, c'est un soulagement extraordinaire. Simplement, à notre époque, on ne prend plus la peine de le voir. Le matin, on est pressé, on va au boulot, etc. On boit son petit verre d'eau et on ne s'aperçoit même pas de la délivrance que procure ce verre d'eau. Et un deuxième type de plaisir où on boit. On est en soirée, et puis il y a de la vodka, et puis je bois un verre, 2 verres, 3 verres de vodka, et je finis complètement pété. C'est une autre occasion où je vais boire, mais là c'est plus j'ai soif, je bois, c'est plutôt je bois sans soif. Et boire sans soif, ça apporte quand même quelques déplaisirs. Le lendemain, je vais me réveiller avec la gueule de bois. Ça veut dire que je vais devoir payer ce plaisir éphémère de quelques heures par un déplaisir profond qui va durer toute la journée. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et Épicure nous dit finalement, le bonheur procuré par ce verre d'eau matinal est plus intense, plus profond et plus complet que le plaisir provoqué par le fait de se péter la ruche dans une soirée à coups de vodka. C'est là le secret, la clé du bonheur finalement. Donc le bonheur pour Épicure finalement va se trouver si on sélectionne nos désirs pour trouver les bons plaisirs. Exactement, il y a une sorte de tri sélectif du désir pour arriver au bon plaisir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de désirs. Vous savez, c'est un peu comme le sketch des inconnus. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Et ben, il y a les bons désirs et les mauvais désirs qui conduisent au bon plaisir ou au mauvais plaisir. Pour Épicure, c'est pas compliqué. Il y a 3 types de désirs. Le premier type de désir, c'est le désir naturel nécessaire. Un désir naturel nécessaire, c'est simplement ce qui nous aide à vivre. Boire de l'eau, manger à sa faim, avoir des vêtements sur le dos, c'est la base pour pouvoir être vivant. Mais simplement, dans nos sociétés occidentales, on ne voit même plus ça. On a une chance infinie d'avoir assez à manger dans nos assiettes, d'avoir assez à boire. Il y a des pays où les gens n'ont pas ça. Mais ces simples plaisirs-là, on ne les voit plus. Le deuxième type de désir, ce sont les désirs naturels non nécessaires. C'est-à-dire, ça n'aide pas à vivre, mais ça améliore le quotidien. Par exemple, l'amitié. L'amitié, c'est pas quelque chose de vital. Moi, je connais des gens qui n'ont aucun ami et qui vivent malgré tout très bien, je dirais pas, mais qui vivent. Donc, ces désirs-là, naturels, non nécessaires,
On peut y céder effectivement puisqu'ils améliorent le quotidien. Je mange mais je prends plaisir à manger, je vais me faire un petit repas un peu sympa. Le problème c'est que ces désirs naturels non nécessaires peuvent mener vers la troisième catégorie de désirs, les désirs non naturels non nécessaires. C'est la gloire, c'est l'immortalité, c'est la fortune. Ces désirs-là, ils peuvent mener au mauvais parce que soit ils sont trop élevés et je ne peux pas les atteindre, je suis frustré, soit ce sont des désirs excessifs qui vont provoquer chez moi un déplaisir profond. Je vous disais tout à l'heure, boire sans soif, être dans l'excès, vouloir des choses qui sont beaucoup trop élevées pour moi. Donc l'exercice philosophique que je vous propose aujourd'hui, amis téléspectateurs et vous autour de ce plateau, la prochaine fois que vous aurez une envie, la prochaine fois que vous voulez craquer pour quelque chose, demandez-vous dans quelle catégorie de désirs ça se place. Est-ce que ce sont des désirs normaux, nécessaires, ou est-ce que ce sont des désirs excessifs ? Je vous laisse réfléchir là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez 4 heures. Merci. Même pas, Karl. moins que ça. Moins que ça, bon. Maël, Karl, qu'est-ce que ça vous inspire, cette chronique sur l'épicurisme ? Ah mais je trouve que c'est bien qu'on ait eu la deuxième étape, parce La que suite. là, on est plus dans le pragmatique et dans le pratique. Ouais. C'est bien, on va réfléchir Le pendant coup une de la semaine. vodka, je sens que ça vous a beaucoup inspiré, Maël, et que, bon, la prochaine fois, vous réfléchirez un peu. Ah ouais. Tout à fait. Corto, vous, on a bien compris que ce sont les aventures humaines. Alors peut-être du coup les plaisirs simples, on va revenir sur ce que disait Karl, qui vous portent dans la réalisation de vos films. Vous poussez à chaque fois l'expérience très très loin. Vous vous immergez carrément dans le quotidien des gens que vous allez suivre pour un film. Et là, ce qui vous est arrivé pour le film qui se passe en Suède, Jon face au vent, c'est que vous avez passé 4 ans au pays des Samis, qui est le dernier peuple nomade et indigène d'Europe occidentale, c'est ça ? En Suède ? C'est ça. Comment ça s'est passé cette histoire ? Comment ça a démarré ? Comment ça a démarré ? Ça a démarré par un voyage de noces. Ah bah voilà, plaisir et désir, voilà, on y revient. Voilà. D'ailleurs, c'est une très très belle métaphore de la période dans laquelle on est aussi, le plaisir. C'est-à-dire que on satisfait des désirs court terme et la gueule de bois de la vodka, c'est le monde qu'on nous promet demain. Complètement. D'une certaine manière. Du coup, ça a démarré par un voyage de noces. En 2005, je suis parti avec ma femme et mes enfants dans le Grand Nord. Et j'ai rencontré, alors on les connaît plus sous le nom Lapon, les Samis. Et j'ai rencontré des gens qui nous ressemblaient, mais qui avaient ce que j'appelle une vie en plus. Et cette vie en plus, c'était cette connexion qu'ils avaient gardée sur leur territoire. Donc les Samis sont un peuple indigène, ils vivent là depuis des milliers d'années. Ils ont organisé tout leur mode de vie autour d'une activité qui est l'élevage du renne, qu'ils ont réussi à maintenir dans ce monde moderne. Et justement, leur particularité, c'est qu'ils ont réussi, en maintenant cette activité économique, aussi fragile soit-elle, à accepter, ou en tout cas à intégrer le progrès et la technologie sans trahir, sans corrompre leur âme, en fait. C'est-à-dire que du territoire, ils puissent toujours la ressource nécessaire pour habiter, pour vivre, pour se loger, etc., etc. Donc le territoire reste pour eux, ils appartiennent toujours au territoire. C'est pas le territoire qui leur appartient. Comme quoi c'est possible. Comme quoi C'est c'est fou parce que nous, ça Comme nous quoi paraît c'est complètement possible. délirant et complètement hors de portée, mais si, c'est possible. Et oui, alors c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à dire que dans notre monde, la technologie, c'est des progrès, et dans les sociétés premières, c'est de l'acculturation. Et en fait, on fait un petit peu c'est un petit peu arrogant de dire ça, parce qu'il faut aussi faire confiance aux sociétés traditionnelles, celles qui souvent se noient sous l'influence occidentale. Ce sont justement des sociétés traditionnelles qui n'ont pas pu maintenir une activité économique autour de laquelle organiser leur mode de vie traditionnel. Mais à chaque fois dans le monde qu'une société traditionnelle a réussi à faire perdurer une activité économique autour de laquelle organiser leur mode de vie, leur tradition, leur territoire de vie, l'absorption des influences modernes se fait au service de ce mode de vie et pas au détriment d'eux. Voilà. Alors vous savez quoi ? On va regarder justement la bande-annonce de ce film, Jon face au vent. Quand j'ai demandé à Youn où s'arrêtait son jardin, il m'a d'abord regardé sans comprendre, puis d'un geste large, il a embrassé les montagnes. Kanske de kan beta den här sidan över natten. Nu hittar de själva renen här. Vi var nog gå här. En suivant Youn et les siens, j'avais l'impression de partager la vie de gardien d'un des héritages vivants les plus anciens de notre passé. Ja vaikka jouduat hidra jandurmesta ja toistiedessä leika päiviva itse ja pertuku transa juura heiluja.
hauski. Hauski lihkat. Jos mä kehtään manjus historia, millä tahpohuvun saami almuki. Ja jokalkan kähtsä oli outus kähtsät. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces lapons, finalement? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Eh bien, alors, c'est pas tant qu'ils nous apprennent, parce qu'il ne faudrait pas inverser le processus où nous, dans nos sociétés occidentales, on a passé notre temps à croire qu'on pouvait apprendre aux autres à bien vivre. C'est qu'est-ce qu'ils nous montrent par le mode de vie qu'ils apprennent à conserver. C'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout... en fait, on n'a pas besoin d'inventer des nouveaux récits, il faut retrouver certains récits, et c'est pas être archaïque que de se dire que retrouver des récits qui redonnent du sens, qui recréent des nouvelles fictions en fait, qui sont assez cohérentes avec nos lieux de vie, nos lieux de vie qui ont aujourd'hui nos lieux de vie, c'est le supermarché en fait. Je veux dire le champ voisin, le pâturage, etc. Pour nous, ils représentent rien, à peine tout juste un paysage qu'on regarde. Donc c'est cette connexion et cette intimité avec le territoire. Il y a cette phrase souvent commune, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais où on en parlera plus tard, mais quand on dit ce n'est pas la terre qui m'appartient, j'appartiens à la terre, cette phrase indienne, on dit ça comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça change tout. C'est-à-dire que dans un cas, on est propriétaire, on a des droits, et les droits sur tout ce qui constitue ce qui nous appartient, donc le vivant, etc. Et dans un autre temps, on partage en termes de droits et de devoirs la vie avec tout le monde vivant qui nous entoure. Et ça, les sociétés traditionnelles nous l'apprennent. Ouais. La question du réchauffement climatique, elle s'est invitée dans ce film de manière brutale. Oui, alors ça c'était la grosse catastrophe effectivement, puisque je filme une transhumance, un troupeau traverse un lac gelé de la même manière depuis des siècles, et là ce jour-là, le lac craque avec 4000 rennes dessus, et je suis là et je filme en fait. Voilà. Incroyable. Ouais. Et heureusement il n'y avait pas d'éleveurs, mais il y a quand même eu la moitié du troupeau qui s'est noyé. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'était assez symbolique, c'est une image qui a été reprise, ça c'est marrant, ça s'est su... alors que j'étais au fin fond des montagnes, ça s'est su en 24 heures dans le monde entier que la catastrophe a été filmée. Et quand je suis revenu de cette transhumance, j'avais, je ne sais plus, une cinquantaine de messages sur mon téléphone de télévision du monde entier qui voulaient cette séquence. Les images. Que je n'ai pas donné en fait, parce qu'elles sont dans le film, et que je n'ai donné qu'à la télé suédoise en échange d'un soutien aux Samis pour faire face justement aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Voilà. Vos questionnements justement sur l'indépendance vous ont incité à assurer vous-même la production de ce film-là. Et du coup, ça a engendré tout un tas de rencontres, puisque vous avez accompagné la sortie du film en salle en 2011, avec tout un tas de rencontres finalement, avec 220 rencontres, c'est ça, pour ce film-là? Ou même plus encore? J'ai arrêté de compter, mais je suis entre 350 et 400. Ouais. Encore, il y a quelques mois encore, il y a même 2 semaines, il était projeté sans moi, mais le film continue en fait son chemin. Ouais. Pour vous, alors, ça c'est essentiel d'accompagner comme ça la sortie de ces films-là Vu que c'est la démarche d'immersion, de mettre du temps pour pouvoir rendre compte de leur manière de vivre, j'estime que c'est du même ordre d'idée, donner du temps aussi à la diffusion et à ce que j'ai à raconter. J'estime que c'est aussi important et c'est cohérent. Et puis il y a une forme de cohérence aussi dans ces temps longs, à valoriser le circuit court. C'est pas que dans l'alimentation. Le circuit court, c'est le fait que j'ai mis longtemps à faire ce film. Je l'ai produit parce qu'ils sont quasiment difficiles à produire par d'autres, parce que les temps économiques de ces temps longs dans la production n'existent pas. Donc c'est obligatoirement de la production artisanale. Et il en est de même pour la distribution. Donc en fait, du coup, je me suis retrouvé à effectivement distribuer ce film moi-même en 2011, par défaut. Et le film qui sort là au mois de novembre, ça n'est plus par défaut mais par choix. C'est beau ça.
Merci beaucoup, Corto Fajal. On va parler de temps également avec vous, Maël, parce qu'on va revenir aux origines de la langue bretonne. Aux origines écrites. En fait, je voulais parler des remèdes de grand-mère ce matin. Ça part de loin. Hein. Et je me suis intéressé, je regardais les manuscrits et je suis tombé sur un manuscrit botanique qui est connu des brittophones et des gens qui s'intéresse à la langue bretonne, c'est le manuscrit de Leyde. Alors Leyde, langue bretonne, on se demande, puisque c'est le Pays-Bas. Non, en fait, tout simplement, c'est ce manuscrit est conservé à l'université de Leyde. Vous pouvez le voir là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un traité de médecine qui date de la fin du 8e siècle et dans lequel apparaît pour la première fois des mots en breton. Vous pouvez les voir là. Directement dans le texte et non pas dans les gloses, je précise bien, parce qu'avant, il y avait toujours des petites annotations dans les marges qu'on appelle les gloses en breton pour aider à comprendre le latin. Là, pour la première fois, c'est bien du breton. Il y a également quelques mots d'ancien irlandais dans ce dictionnaire. Alors, on voit par exemple brulu qui veut dire digital, scow qui veut dire sureau, sperne qui est un peu plus loin qui veut dire l'épine ou l'aubépine, gwern qui est d'ailleurs un nom de famille très commun en Bretagne qui veut dire l'aulne, Kellen, c'est le ou encore aval, la pomme. Donc voilà des mots qui, d'ailleurs, même en ancien breton, ont encore de la résonance aujourd'hui puisqu'on les prononce bien. Et puis, il y a un ouvrage majeur qui est vraiment l'ouvrage auquel on fait référence à chaque fois, c'est le Catholicon. Il a été imprimé à la fin du XVe siècle. C'est le premier dictionnaire breton, français, latin. C'est donc le premier dictionnaire breton, mais aussi le tout premier dictionnaire français, et c'est le premier ouvrage trilingue d'Occident, selon les chercheurs. Il a été rédigé, je vais y arriver, par Jan Lagadec, un clerc né et habitant dans le Trégor à la fin du XVe siècle. Et à l'époque, donc, les livres avaient l'habitude de parler en latin, de parler du latin. Là, c'est la première fois qu'on parle de la langue du pays. Vous le voyez, abbati qui veut dire abbaye. Donc, c'est le premier mot dans ce dictionnaire. Ensuite, on a le mot en français, abbaye, et le mot en latin. Ces merveilleuses images sont issues d'un documentaire réalisé par Ronan Hirien et diffusé sur France 3 Bretagne en 2013. Allez, des expressions. Ah oui, on a tout suivi, moi j'adore les expressions. Je rappelle juste, parce que c'était aussi l'objet de la chronique, je vous disais, première trace écrite du breton dans un ouvrage fin du 8e, première trace écrite du proto-français, donc ce qui donnera le français plus tard, fin du 9e siècle. La lecture est importante, du coup je vous ai trouvé des expressions sur la lecture. Bugel à laine à vos den à ben, bugel à laine brezonnek à vos den speredek. Ce qui veut dire, là c'est pas du tout orienté. Enfant qui lit sera personne réfléchie, enfant qui lit breton sera personne intelligente. Voilà. Pas mal celle-là. Elle est bien. Je sais pas qui l'a écrite, mais c'était bien inspiré. Matalv va homs ur pesahan jomziul adalv uspenkan. Évidemment, vous n'avez pas compris, mais vous verrez, c'est très intéressant. Si ma parole vaut une pièce d'argent, restez tranquille ou muet en vos sangs. C'est pour me dire de me taire et j'en ai une autre pour me dire vraiment de me taire. C'est un peu la parole est d'argent mais le silence est dehors. Exactement. C'est la version bretonne. Gwelor urgirtavet ege daulavaret, mieux vaut un mot tu que 100 prononcés, et je me l'appliquerai désormais à moi-même. Merci Maël. Oh, c'est beau, regardez, 0 pas, vous avez fait juste votre temps. C'est juste la perfection, c'est beau. Moi à côté j'ai honte. On ne fait pas le même travail. Mais vous êtes dans les temps longs, Corto, on sait, on a compris. Allez, maintenant je vous propose d'aller retrouver Sylvie Denis à Combourg, tout de suite en Ille-et-Vilaine. Balade romantique à souhait. Laurence, oui, nous sommes de retour à Combourg. On a juste changé un peu de place. On est au bord de l'eau, avec le vent dans les feuilles qui fait bouger nos cheveux. Tout ça est très romantique. Et on parle encore de Châteaubriand avec Liliane sur cet espace que François René a beaucoup fréquenté. On pourrait presque le croiser au détour d'un bosquet. Oui, tout à fait. En plus, nous sommes en plein dans l'automne. C'était sa saison préférée. Il embarquait sur sa barque. Il avait un petit bateau. Et il passait beaucoup de temps, notamment le soir, vers, vous savez, entre chien et loup, comme ça, parce que c'était son ambiance à lui, finalement. Et là, à l'automne, comme ça, c'est un peu sa saison préférée également. Parce que vous avez tous les sentiments qui s'exaltent, il y a tous les oiseaux qui se rassemblent avant de partir, lorsqu'il parle notamment des hirondelles. Et il a des lignes extraordinaires sur le départ des hirondelles qui se rassemblaient dans les joncs ici. Et il écoutait leur gazouillis, il était émerveillé. Il a toujours aimé la nature, que ce soit l'Armor, puisque à Saint-Malo il avait la mer.
et l'Argoat, avec les bois de Combourg. Il a d'ailleurs écrit dans ses mémoires, c'est dans les bois de Combourg que je suis devenue ce que je suis. Et il a certainement raison. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est vrai que là, il a passé, vous savez, il a été au collège à Dole, à Dinan, etc. Mais la partie de son adolescence, entre 16 et 18 ans, il l'a passé ici. Je dirais à ne rien faire qu'à courir la nature. Parce qu'on est effectivement sur la propriété du château. Le château est un tout petit peu plus loin là-bas. On est toujours sur la propriété du château, mais qui est absolument ouverte au public. Et d'ailleurs, regardez, à cet égard, vous avez, enfin en tout cas, la ville de Combourg a fait les choses bien, puisqu'elle a installé ces petits panneaux qui reprennent l'histoire de Châteaubriand. Voilà, de son enfance à la fin, je dirais, avec la littérature, les femmes qu'il a aimées, parce que de cesse il en a eu, son exil, le panneau là-bas parle de son exil en Angleterre notamment, sur sa littérature, et à chaque fois vous avez des extraits de son œuvre. Donc là c'est surtout les voyages, Châteaubriand voilà, donc les voyages. C'était les voyages, oui, parce qu'il en a fait aussi beaucoup, bien sûr. Ça a été un grand voyageur. D'abord il était malouin d'origine, alors la mer, les voyages, c'était un peu ancré chez lui. Et puis après, il a eu ces longs séjours à Combourg, d'abord en vacances, puisqu'il était pensionnaire dans les écoles, et après, à l'adolescence, quand son âme s'est forgée, ce qui a créé le romantisme après, il était à Combourg, à courir, je vous dis, les bois, parce que les bois, il y en avait beaucoup plus encore que maintenant, bien sûr, tout autour du château. Il était très libre, il était un peu livré à lui-même, et il avait des précepteurs, mais enfin, il était quand même livré à lui-même. Et c'est dans il avait un père taciturne, une mère superstitieuse, très aimante et très cultivée, mais très cultivée, c'est exact, mais non, très religieuse, et puis, une femme très vivante et qui a été brimée par ce mari, bien sûr. Elle s'est retrouvée enfermée là, alors qu'elle était mondaine, elle aurait aimé s'amuser, etc. Alors la pauvre, je comprends. Il a eu une enfance un petit peu difficile, mais il s'en est sorti par ses rêves. Liliane est intarissable, vous avez remarqué, sur Châteaubriand. Elle a découvert Châteaubriand en 3e avec un professeur qui a su lui donner le goût. Et on peut retrouver un petit bout de ces histoires sur les réseaux sociaux, notamment tous les lundis, vous publiez un petit bout des mémoires d'Outre-Tombe. On vous laisse, on a quelques balades romantiques à faire. Au revoir. Au revoir Sylvie. Écoutez, bonne balade alors, merci beaucoup. Bonjour Émilie Bachelleroux. Vous êtes née à Lorient, vous avez 22 ans et vous avez été récemment élue Miss Bretagne 2018. On va d'ailleurs voir quelques images de votre couronnement. Est-ce que c'était un rêve de petite fille ou pas? Un rêve, pas vraiment. Enfin, comme tout le monde, je pense, je suivais l'aventure Miss France tous les ans à la télé. C'est vos copines qui vous ont inscrite, comme beaucoup de jeunes filles finalement? C'est mon papa. C'est votre papa? C'est ça. Ah oui. Et il y croyait tous les ans, il regardait avec moi, il suivait, puis il avait envie de me voir participer à cette aventure. Donc c'est lui qui m'a inscrite. Il doit être sacrément fier aujourd'hui. Oui. C'est la première fois que vous vous présentiez à une élection de Miss ou pas du tout? L'année dernière, j'ai participé également à l'élection Miss Bretagne où Caroline Lemay a été élue et j'ai terminé 3e dauphine l'année dernière. Alors, Miss Bretagne, c'est un passeport pour l'élection de Miss France. Forcément, ça aura lieu le 15 décembre prochain au Zénith de Lille. Comment vous vous préparez aujourd'hui? Je pars d'ici un peu plus d'un mois. Donc, je fais du sport, je révise la culture générale, l'actualité parce que ça va tomber, ça fait partie des épreuves. Oui, il y a des tests de culture générale pour l'élection Miss France. Donc, il faut se renseigner, se cultiver. Autrement, je me prépare. J'ai la chance d'avoir les anciennes Miss Bretagne qui me coachent à fond. Donc, ça, c'est super, Vous avez le temps d'apprendre le breton. Allez. ça rentre dans le planning. Peut-être qu'un petit kenavo le soir de l'élection, ça peut faire grimper les votes, on ne sait jamais. Laurence, ça fait quand même 2 fois qu'elle le propose. Elle mais moi, je pense que c'est... Moi, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, ça peut être pas mal. Pour vous, que doit représenter une Miss Bretagne, finalement? Quelle valeur, après, ça reste l'icône de la Bretagne, son ambassadrice durant à l'émission de Miss France, mais aussi durant toute une année sur divers événements partout en Bretagne. Donc je pense que, comme dans toutes les régions, la Miss en question doit représenter l'élégance, c'est du physique, mais être aussi intelligente, cultivée, accessible. Puis sur la Bretagne, il faut réussir, surtout à l'élection de Miss France, avec les autres candidates, à partager notre culture, la gastronomie, notre savoir-faire, échanger avec tout le monde, c'est ça. Vous avez un plat préféré, justement, vous parliez de gastronomie? Un plat breton? Un plat breton préféré, je suis plus galette quand même. Plus galette, d'accord. Galette saucisse ou galette saucisse? Pas galette saucisse, galette saucisse. Maintenant, Lorient, on est déjà en Basse-Bretagne. C'est ça. Alors, on imagine, Émilie, que vous pensez aussi à la suite, déjà. Vous aimeriez vous orienter vers les métiers de la mode? C'est ça. Donc, je fais mes études en communication dans
dans l'événementiel. Donc cette année, je suis en master événementiel. Et mon idéal serait de travailler dans la mode, dans l'organisation d'événements, de défilés, dans tout ce milieu-là. Vous avez des hobbies ? Je pratique du sport, donc un peu comme toutes les jeunes femmes, je cours, du fitness, je fais du yoga également. Et autrement, ça peut être utile pour le soir de l'élection de Miss France. Rester. Très bien, écoutez, peut-être serez-vous la 89e Miss France en décembre prochain. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. On vous souhaite bonne chance. Quel conseil vous lui donneriez à Émilie pour être élue ? Le yoga, c'est bien, je pense. Rester sereine et naturelle. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à souhaiter à quelqu'un. C'est le plus dur, hein, en même temps. C'est pas évident. Oui. Ouais. C'est quand même une grosse pression de faire de l'élection. C'est ça. C'est un mois de préparation intense en amont, donc faut rester les pieds sur terre et rester soi-même. Karl, en tant que philosophe, vous avez peut-être une petite citation à donner à Émilie pour le soir de l'élection ? Mais par contre, je vous dirais juste un petit conseil, peut-être méfiez-vous de Jean-Pierre Foucault. Ce type me paraît trop souriant, pour être honnête. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas possible, il est trop gentil, Foucault, il y a un truc. Donc voilà, soyez souriante, soyez avenante, mais faites gaffe aux petits coups en douce. À ce propos-là, je monopolise un peu l'antenne, mais est-ce que vous savez qui sera président du jury pour Miss France cette année ? C'est encore... Ça n'a pas encore été D'accord. dévoilé. Parce que souvent, c'est quand même des pointures. On a eu Alain Delon, on a eu quand même des personnalités. Ça aussi, ça doit être quand même impressionnant de se retrouver dans cet univers de stars, etc. C'est un peu... je ne veux pas vous mettre la pression. À peine. En tout cas, bon courage et bonne chance. Merci. Émilie. On va revenir à vous, Corto. Votre dernier film, Nous, Tikopia, sortira le 7 novembre prochain dans les salles. Comment avez-vous découvert l'existence de cette île qui est quand même tout petit point sur le globe, cette île du Pacifique, 1800 âmes, qui vit en quasi-autarcie, avec des chefs coutumiers, sans électricité, pas de monnaie mais du don ? Waouh, comment vous les avez découverts ? Eh ben, en fait, c'est toujours un film en amène un autre, une rencontre. C'est pas un voyage de noces cette fois. Non, c'était pas un voyage de noces cette fois. Et donc, c'était sur le tournage dans le Grand Nord. Donc, j'avais pris l'habitude de m'ennuyer sur les longs moments d'attente en transhumance, et donc j'amenais toujours des gros livres avec moi. Et là, cette fois-ci, on était coincés depuis 8 jours dans une grosse tempête de neige. Il faisait moins 20, moins 30 dehors, et il fallait toutes les heures déneiger la petite cabane. On était au milieu, à 500 km de la civilisation, entre guillemets, avec d'autres nomades. Et j'avais amené avec moi un bouquin. Et dans ce bouquin étudiait pourquoi certaines civilisations s'en sortent mieux que d'autres et quelles sont les conditions qui font que certaines civilisations ont disparu et d'autres ont survécu. Et dans ce livre, il y avait un chapitre qui comparait l'île de Pâques et une petite île dont j'avais jamais entendu parler, qui était l'île de Tikopia. Où à configuration géographique égale, les choix de civilisation qui avaient été faits sur l'île de Pâques avaient condamné la civilisation, l'existence de cette civilisation, et sur l'île de Tikopia, cette civilisation existait toujours. Alors on parle bien de civilisation, c'est-à-dire que sur Tikopia existe un système hiérarchique, un modèle économique, un modèle social, un modèle environnemental, un modèle juridique et politique, etc. Donc c'est un modèle de civilisation. Et qui a fait des choix draconiens dans son histoire. Il citait notamment l'exemple de cochons qu'ils avaient importés au XVIe siècle, dont ils avaient retrouvé les traces pour améliorer leur ordinaire, et s'étant rendu compte au bout d'une cinquantaine d'années que en fait, les cochons empruntaient les mêmes ressources qu'eux et déséquilibraient un petit peu l'équilibre des ressources sur l'île. Au bout de 50 ans, ils ont abandonné l'élevage des cochons. Donc je trouvais ça assez fascinant de voir qu'une civilisation avait fait dans son histoire des choix, et donc j'étais curieux d'aller voir. Vous êtes allé voir. Je suis allé voir 2 ans après. On va découvrir cette bande-annonce, Nous, Tikopia. Temps passé, présent et à venir tournent et s'entremêlent autour de nous et écrivent le grand livre de nos lois et de nos coutumes que nous appelons Faka Tikopia.
Matia ke ono mai mātou e whisi aki. Ko koe sori mai mo kai ga mātou, so mātou sori taken. Whai whakapere sa ko tasi whai mea kei ga mātou e whai ke mātou ka nāpa i tofu. Mātou e vai, ke mātou ka nāpa i tofu. Na whai teini. Je ne sais pas ce qu'apporte cet arbre installé sur mon sommet. Ah, e tonu au. Mātou i whiaki nari. Kai tiat mai si a mātou i whai. Mātaka tu ia whanau si e si se ua papalai mai si se whaton si e. Tata toka anu e raka whairiua. Nous, Tikopia, qui sort en salle le 7 novembre. Le choix de la voix off s'est imposé comment? Parce qu'elle est elle est organique, c'est incroyable. Comment ça s'est passé? Alors, Parce que c'est un dialogue vraiment entre l'île et le roi de l'île, c'est ça? C'est ça. En fait, donc moi, quand je suis allé sur cette île la première fois en 2012, je ne savais pas grand-chose sur cette île. Et je savais juste, il y avait un ethnologue anglais qui a travaillé plus de 40 ans sur cette île. Et la seule chose que je savais, c'est que par exemple, dans leur langue, le je n'existe pas. Il y a un nous pour dire nous les gens et l'île. Et quand je suis reparti de cette île en 2012, c'est là où je me suis dit, bon, quel film je peux faire? Et en fait, dans tous les domaines de la vie, dans leur quotidien, ils considèrent leur île comme un partenaire, comme quelqu'un de vivant. Et ils l'ont toujours considéré ainsi. C'est en fait le creuset qui garde l'héritage des ancêtres à transmettre. C'est la temporalité du passé et du futur s'y trouve, la ressource s'y trouve en fait. Donc c'est un vrai partenaire. Et d'une certaine manière, quand il y a un conseil des chefs, l'île est consultée aussi, savoir quelles sont les conséquences quand il y a une décision à prendre, etc. Et donc à un moment donné, je me suis dit, c'est évident, l'île est un personnage, et puis nous, on fait mine de découvrir aussi que le monde qui nous entoure est vivant, les animaux, les plantes, etc. Mais en fait, finalement, on l'a toujours su, eux, ils l'ont toujours su, et du coup, c'est venu un petit peu naturellement de se dire, c'est un personnage, en fait. Le personnage principal, c'est l'île et ses habitants, donc l'île et le roi. Et donc j'ai commencé à imaginer le film de cette manière-là. Ça n'a pas été facile, parce qu'ici, on est quand même un petit peu très cartésien, très rationnel. Donc quand on me dit, tu veux faire parler une île, machin, etc. Et quand j'y suis retourné en 2014, donc j'ai expliqué ça au roi, je lui ai dit, voilà, le film, mais alors moi, chez moi, ça passe pas trop, j'ai un peu de mal, je sais pas, j'hésite. Et là, il me regarde en silence et il s'esclaffe. Et d'ailleurs, c'est la phrase sur l'affiche. Et je lui dis, mais pourquoi tu ris? Il me fait, mais vous êtes marrants, vous les Blancs, vous croyez qu'il n'y a qu'à nous qu'elle parle la terre? C'est juste que vous avez perdu l'habitude de l'écouter, c'est tout. Et je me suis dit, oui, mais donc je suis dans le vrai en fait. Et donc je vais faire ça. Alors, je sais très bien que c'est l'audace du film, j'en ai conscience. Je sais très bien que probablement il y a des gens qui passeront à côté. Si on ne laisse pas son émotion ou sa sensibilité parler, mais qu'on laisse son côté matérialiste en disant il fait parler une île, pof, c'est raté, le rendez-vous est raté. Mais c'est quand même, je trouve, le plus bel hommage que je pouvais faire à ce peuple-là qui a cette spécificité de considérer son île comme partenaire. C'est ce qui porte tout le film, ça c'est une évidence. Alors il y a des moments où on se dit que c'est foutu, finalement ils sont corrompus, entre guillemets, parce que c'est le mot que vous utilisez, par le monde moderne, avec, on va pas tout dévoiler, mais il se passe des choses dans le film. Et il y a cette scène qui est vraiment frappante, on va la regarder et on va vous demander de la commenter juste après, où cette jeune fille elle est sur la plage avec quelqu'un de sa famille, on regarde tout de suite. Tamtia suko yun. Ako suko ka pero
Whai peru o rau parana. Ala, ala, ko ka ko ko e whai tarare ke tonu o rau whara ma peru peru, e tarare ke tera, ke tonu. E whai tarare ke peru. O rau whara nei tarare ke se maa whara ri, te tonu a ko rau whara. C'est pas ma musique, c'est l'ouritza, bébé. Alors quand on voit cette séquence, on se dit, là, cette jeune fille, elle est déjà ailleurs. Oui, oui et non, peut-être. Oui et non. Il y a deux manières de voir cette séquence. Parce que quand on voit cette séquence, on voit une adolescente ou un adolescent comme on verrait chez nous des adolescents qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin d'insouciance. Sauf qu'elle vit à Tikopia. Elle vit à Tikopia. Mais ça fonctionne très très bien malgré tout comme une métaphore. C'est-à-dire qu'il faut pas voir, on peut voir ça comme le fait qu'effectivement ils sont corrompus dans leur esprit. Hein. Quand je parle de corruption, je parle de corruption d'esprit. Par effectivement tous les effets faciles et les désirs du monde moderne. Imposés par voilà, les désirs de consommation, etc. Mais on peut aussi le voir autrement. C'est-à-dire que nos ados aussi chez nous ont cette soif d'insouciance aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'on leur propose un monde anxiogène et les Tikopiens, les jeunes Tikopiens, c'est la même chose. Ils sont confrontés aujourd'hui à des enjeux auxquels ils devront faire face demain en termes de climat, en termes de pénurie de ressources, en termes de pénurie d'eau potable, etc. Et donc les ados de Tikopia grandissent avec cette perspective-là. Et donc ils ont une espèce de fuite en avant que l'influence occidentale leur propose à travers des outils de consommation rapide et de découverte. Et puis surtout, ils ont une image du monde occidental qui est faussée, qui est le monde facile, la musique facile, etc. Mais d'une certaine manière, moi je le lis plutôt comme ça, nos adolescents c'est la même chose. Sortir de l'école, c'est le travail, on en parlait tout à l'heure avec Émilie, si on a fait un pré-étudiant, c'est le travail, la filière, etc., etc. Alors qu'on a tout un tas d'autres jeunes qui rêvent d'autres choses et de partir avec leur sac à dos autour du monde parce qu'ils rêvent d'insouciance et non pas du monde anxiogène qu'on leur promet autour du travail et surtout des catastrophes annoncées. Alors parlons aussi du festival Politikos qui se tiendra bientôt à Rennes. Votre film y sera projeté au TNB en soirée de clôture le 4 novembre prochain en présence du roi de Lille. Alors c'est un symbole fort quand même, ça signifie quoi? C'est le signe d'une prise de conscience? C'est quoi pour vous? Alors c'est une discussion qu'on a eue en 2016 avec le roi de Lille, parce que normalement le roi de Lille est le protecteur et n'a pas le droit de quitter son île. Donc depuis 3000 ans, il n'a pas quitté son île. Oui. Donc c'est un événement. Là, donc, il faudrait dire ça à Macron, peut-être qu'il irait un petit peu voir à droite à gauche, il resterait tranquille. Et du coup, sauf qu'il me dit, mais tu comprends, Corto, avec tous ceux, jusqu'à présent, ça marchait de protéger l'île de l'intérieur. Mais aujourd'hui, les menaces, elles viennent de l'extérieur. Donc je ne peux plus protéger mon île de l'intérieur. Et donc, pourquoi pas, si le film le permet, pourquoi pas venir rencontrer des gens, pouvoir témoigner, pouvoir voir ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer à vivre tel qu'on a envie de vivre. Et donc, du coup, c'est devenu comme une espèce de challenge. Oui, pourquoi pas, parce que c'est pas si simple que ça. Le roi se déplace pas seul. Hein. Au début, il voulait venir à 12, là, ils sont 6. Ah oui, voyage léger, quoi. C'est pas du tout quelque chose de facile à organiser. Puis surtout, le gros challenge pour moi, c'était de lui organiser des rencontres un peu institutionnelles, associatives, etc. Donc c'est le cas, on est là pendant 2 semaines et outre la tournée des avant-premières, on a des rencontres avec le président de la région Bretagne entre autres, au musée du Quai Branly, enfin il y a pas mal de rencontres, sans doute d'autres surprises à venir parce qu'il y a encore plein de choses. J'ai reçu une lettre du roi de Tikopia qui a voyagé 3 mois, qui a mis 3 mois et qui est adressée au président de la République française. Donc je lui ai transmis avec un petit mot manuscrit en lui disant que je venais de recevoir une lettre qui avait mis 3 mois à me parvenir, qui avait voyagé et traversé l'océan, et que voilà. Jolie histoire. Ça fera peut-être un nouveau film, ça, dites donc. On verra. On ne sait jamais. Alors, on rappelle que votre film Nous, Tikopia sort le 7 novembre au cinéma, avec toute une tournée derrière en Bretagne, vous l'avez dit, Brest, Lorient, Rennes, avec une bonne dizaine de rencontres, débats organisés. On retrouve toutes les dates sur le site du film, tikopialefilm.com.
Karl, on va rester dans le domaine du c'est moi. cinéma avec vous, c'est vous. Vous nous Le avez, roi du plateau. En fait, le je roi dors du ici toute la semaine. Je suis ici parce qu'en fait, je suis chargé de protéger ce plateau, donc je suis le roi de. Le roi du plateau a vu un film qui s'appelle Voyez commandant. Voyez commandant. Et qu'en a-t-il pensé, ce roi? Le nouveau film de Michel Blanc. Oui. Surtout, ça faisait un moment qu'il n'avait rien sorti. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film et puis on en discute après. Allez. Véro est dans une salle passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu te Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu m'as coûté plus cher en fuite bière qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a évolué tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais de peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? Bah, s'il trouve tout, ça peut être contrariant. Tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Oh, mais c'est pas vrai! Ils vont pas remettre ça! Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, non, vise les yeux. C'est Serena. Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré? C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Voilà, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir. Bah, fais gaffe de pas te cogner. Sacré casting. Oui, Voyez comme on danse, c'est la suite d'un film que Michel Blanc avait réalisé il y a 15 ans qui s'appelait Embrassez qui vous voudrez. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas vu Embrassez qui vous voudrez, vous pouvez voir Voyez comme on danse de façon individuelle. Il n'y a aucun problème là-dessus. On l'a vu tout au long de cette bande-annonce. Les gros atouts du film, c'est un casting absolument impeccable. Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Jean-Paul Rouve. Ils sont tous extraordinaires, géniaux. C'est le moins qu'on puisse attendre d'acteurs de ce calibre-là. C'est une farce. C'est voilà, une sorte de pêle-mêle en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. On passe de l'un à l'autre. Ils ont tous leurs petites histoires. On casse ça un petit peu sous la référence feel good movie. Sauf que là, si on pratique l'anglais, on pourrait dire que c'est plutôt un feel pas très good movie. On l'a pu le voir dans la bande-annonce. Plus ils se prennent des pelles dans la tronche, plus ces personnages s'en prennent plein la tronche. Pas dire de gros mots quand même, c'est le service public. Plus on est content, plus on est heureux. C'est comme ça que fonctionne ce film. Et puis surtout, c'est un festival de mots d'auteur. Alors, certains pensent que tous ces mots, toutes ces blagues, toutes ces répliques qui fusent les unes derrière les autres, c'est un petit peu trop. Moi, je trouve quand même que c'est un très bon moment. C'est un gros bonbon, ce film. Allez le voir sans problème pour se détendre. Et je vous lance la parole, Laurence, puisque vous êtes à la bourre. Merci, monsieur le roi du plateau. C'est parti. Écoutez, merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci Quarto, merci Maëlle, merci Émilie, merci Karl. Lundi, vous savez quoi? On retrouvera Alain Chamfort, oui, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis nous parlerons également du très beau film, du très beau documentaire de Tanguy Lecrasse, Je ne veux pas être paysan. Très bon week-end à tous. Kenavo.